Bienvenue dans le Family Office, le podcast d'interviews thématiques des meilleurs professionnels qui permettent aux entrepreneurs de jouir de leur patrimoine en lui donnant du sens. À chaque nouvel épisode, nous explorons les différentes possibilités d'investissement, qu'ils soient pour la rentabilité, le fun ou l'impact, les bonnes pratiques juridiques pour se protéger, mettre à l'abri ceux qu'on aime et assurer la pérennité de l'entreprise en cas de pépin, mais aussi les transitions de la vie de l'entrepreneur, l'exit, la création d'une nouvelle entreprise, le lancement d'un fonds d'investissement, le passage à la philanthropie, la transmission à ses enfants et toutes ces autres thématiques passionnantes. Le tout pour donner du sens aux fruits de votre travail, toujours dans une optique de croissance et de réalisation personnelle. Et maintenant, je vous laisse avec notre épisode du jour. On va voir aujourd'hui un professionnel qui est connu de tous, qui est le notaire. Et donc, on connaît bien sûr son rôle dans l'immobilier, dans les successions. Et certaines études développent des expertises particulières pour justement servir les entrepreneurs. Et donc, je suis avec Pierre-Alain Guilbert, associé de l'étude 14 pyramides notaires à Paris. Bonjour Pierre-Alain. Bonjour Lucien. D'abord, est-ce que vous pourriez un petit peu vous présenter et nous dire quel est votre rôle particulièrement vis-à-vis des entrepreneurs ? Alors, le rôle du notaire vis-à-vis des entrepreneurs est d'être l'un des conseils de la boîte à outils, parce que il y a évidemment l'expert comptable, l'avocat fiscaliste, le banquier souvent, et je dois en oublier. Et le notaire évidemment fait partie de cette armée qui est au service de l'entrepreneur pour l'aider à adopter les bonnes stratégies. Voilà. Et le notaire évidemment est fiscaliste, mais il a le mérite, je dirais, de ne pas être que fiscaliste et de pas être que dans les chiffres et de prendre en compte également l'intérêt de la famille, de l'entrepreneur. Et ça, c'est peut-être le petit plus qu'il a par rapport à l'expert comptable et l'avocat fiscaliste qui vont réfléchir évidemment sur les sujets qui les concernent sans forcément toujours penser à la suite et donc on se complète assez bien finalement et on travaille très bien ensemble. Ok, donc comment ça se traduit pour vous justement ce rôle qui est de complémenter au niveau presque un petit peu plus personnel et familial de l'entrepreneur qui vient certainement pour des problématiques plus entrepreneuriales et business, mais qui fatalement vont impacter aussi sa famille. Oui, alors en général la rencontre se fait à l'occasion d'un acte en particulier. Alors il y a tous les cas de figure, évidemment le plus classique ça va être l'acquisition d'un bien immobilier ou la vente, et là on est recommandé par l'expert comptable à qui le chef d'entreprise va dire tiens tu connais pas un notaire, j'ai besoin de vendre un appartement ou d'acheter un appartement pour ma fille ou peu importe la raison, et là on arrive dans le truc et c'est l'occasion justement d'essayer d'aller un petit peu plus loin que la vente de l'appartement et de dire est-ce que vous êtes au clair sur vos dispositions? Est-ce que vous savez qui sont vos héritiers, par exemple? Parce que finalement, il y a beaucoup de gens c'est ma femme, mes enfants. Ok, mais dans quelle proportion? Comment? Est-ce que c'est adapté? Quelles sont les incidences fiscales, etc. Les gens, en général, là, sont complètement perdus. Et les autres conseils ont pas forcément abordé le sujet avec lui avant. Ou alors sous l'angle fiscal, en disant oui. Alors souvent, il y a un pacte du trade qui est déjà en place, donc qu'on n'a pas forcément utilisé pour faire des donations. Mais c'est vrai qu'on sait pas bien finalement s'il faut que le conjoint survivant ait de l'usufruit ou plutôt de la pleine propriété, comment les parts de la société doivent être réparties entre les enfants, etc. C'est des sujets qui n'ont pas forcément été adaptés. Et puis il y a la protection aussi de la personne physique du dirigeant et indirectement de l'entreprise à travers le mandat de protection future qu'on peut lui conseiller de faire, parce qu'évidemment quand vous êtes dirigeant et que vous détenez le droit de vote, si vous êtes tout d'un coup empêché parce que vous avez fait une mauvaise chute à la montagne, il faut vous remplacer à la direction de la boîte, mais quand vous avez 80% des droits de vote, si vous voulez, et que vous pouvez pas voter, ça va être compliqué de vous remplacer. Donc là, il y a le mandat de protection future qui peut désigner, qui peut vous permettre à vous, le dirigeant, de désigner là où les personnes, ça peut être un collège qui justement exercera pour vous le droit de vote et du coup désignera le futur dirigeant, etc. Donc c'est des angles là pour le coup qui sont pas tellement fiscaux, par lesquels on peut rentrer dans la tête et dans la famille de l'entrepreneur. Oui, donc l'entrepreneur qui vient pour premièrement des raisons business parce que c'est ce qui l'anime le plus au quotidien, et puis une manière d'aller chez le notaire pour pouvoir justement élargir, peut-être même je vais pas dire à son insu, mais sans forcément l'avoir prévu à la base, de se dire tiens en fait il y a peut-être d'autres choses à faire pour bien prévoir et pas uniquement être dans l'entreprise, mais aussi que mes enfants soient en sécurité, que ma femme puisse en profiter, ou que mon mari aussi pour la même raison. Du coup
quels sont les moments de la vie d'un entrepreneur où, si à ce moment-là, il a justement pas d'acquisition immobilière, où il a pas l'occasion de venir voir son notaire, quels sont les moments pendant lesquels c'est intéressant d'aller voir son notaire pour justement avoir ses conseils, cette petite prise de recul qu'on n'a pas forcément quand on est uniquement dans les chiffres et la compta? Je dirais à tout moment, quand on veut prévoir ce qui se passe ou ce qui se passerait en cas de décès ou en cas d'incapacité. On peut avoir un accident j'étais dans la montagne tout à l'heure, enfin on peut se retrouver dans le coma, peu importe la raison, ça peut être plus ou moins long d'ailleurs, et donc il faut, mais quel que soit son âge, vous avez beaucoup de millennials qui sont à la tête de licorne aujourd'hui, qui ont rien prévu parce qu'évidemment ils sont pas dans ce trip-là, et ils ont pas tort d'ailleurs d'être dans autre chose et de penser toute la journée à leur entreprise plutôt qu'à leur décès. Mais néanmoins, ces gens-là ont des héritiers. Et c'est pas forcément alors souvent ils ont pas d'enfants, donc c'est pas leurs enfants du coup les héritiers, donc ça va être leurs frères et sœurs, leurs parents, et c'est vrai que quand on leur en parle, ils disent mes parents non, ou alors un peu mais pas tout. Or les parents sont héritiers de la moitié du patrimoine quand on n'a pas d'enfants, et les frères et sœurs l'autre moitié, mais souvent ils me disent non, je veux plutôt que ce soit mes frères et sœurs, mes neveux, une œuvre, un fonds de dotation, un truc qu'ils peuvent créer eux-mêmes d'ailleurs, hein. Et donc ça, penser à ces dispositions pour le cas où il y aurait un accident, je dirais, il y a pas d'âge, il y a pas de saison, hein, et ça fait pas mourir, heureusement, de prévoir ça, hein. Mon coffre est plein de testaments de gens en pleine forme. Et puis le mandat de protection future dont on parlait pour le cas d'accident, et là il s'agit d'eux, parce que si vous vous retrouvez 6 mois dans le coma, le jour où vous vous réveillez, la boîte a planté parce que personne n'a été capable de la gérer, parce que vous n'aviez donné la signature du chéquier à personne, et que vous étiez plus là pour signer vous-même. Donc ça c'est important, et puis sinon le cas, l'étape je dirais suivante, ça va être le contrat de mariage, évidemment, parce que vous pouvez vous marier, ou vous paxer, le contrat de pax aussi, on le fait, bien sûr. Et puis, assez vite, ça va être les acquisitions immobilières. C'est le truc le plus récurrent, si vous voulez. Ça, tout le monde se marie pas, tout le monde pense pas à faire son testament, mais quand vous gagnez pas trop mal votre vie, assez vite, vous achetez un appartement ou une maison, en général. Oui, puis normalement, on se marie pas forcément tous les ans, mais l'immobilier, ça peut être un peu plus fréquent. Ça peut être un business, hein, mais oui. Donc là on a vu déjà deux parties, deux actes, donc même si on n'appelle pas exactement ça comme ça, le testament et le mandat de protection future, qui sont des points finalement préventifs qui peuvent venir à tout moment et qui sont intelligents de faire. C'est pas cher. Et en plus qui sont pas chers. Ça coûte combien un testament ou un mandat de protection future? Le testament, il y a pas de coût notarial fixé par la loi. Ça va être, je dirais, à la tête du client, aux honoraires, si vous voulez. Donc, oui, c'est en fonction de la complexité de la rédaction. Évidemment, de la complexité du contexte. Si vous venez pour acheter un bel appartement et que vous voulez faire un testament assez simple, on va pas forcément le facturer, même si tout travail mérite salaire, et donc nous devrions logiquement le faire, puisque ce qui n'a pas de prix n'a pas de valeur, comme vous le savez. Mais bon, ça peut être la mesure, le cadeau bonus, on va dire. Mais sinon, c'est autant passer selon la complexité et les enjeux, naturellement. Le mandat de protection future, c'est tarifé, mais droits d'enregistrement compris, ça coûte un peu moins de 350 € de mémoire. Donc c'est pas oui, donc pour pouvoir transmettre la gestion de son entreprise et éviter que ça puisse, et qu'elle puisse continuer à être gérée, parce qu'effectivement les problématiques de vote d'associés sont quand même assez dommageables pour la société, surtout pour les associés majoritaires qui peuvent en plus avoir la gérance de l'entreprise. Non, mais tout peut être bloqué, et quand vous n'avez pas prévu votre propre tuteur, c'est la justice qui le désigne. Et là, ça va être un proche, mais qui va se retrouver à la fois à la tête de votre patrimoine et de votre personne. Or, le mandat de protection future permet justement de scinder. Vous pouvez dire, pour s'occuper de moi, ça va être ma petite amie. Pour s'occuper de mon patrimoine perso, ça peut être ma petite amie aussi, ou mes parents, parce qu'ils ont un peu plus de bouteilles. Par contre, pour exercer le droit de vote dans la société, ça va plutôt être le DAF, l'associé, un concurrent, mais en qui on a confiance. Ça peut être n'importe qui. Ça peut être un collège de personnes. Et c'est pas forcément un tuteur unique désigné par la loi. Au bout de quelques semaines, hein, il y a ça aussi, il y a le délai, c'est que le mandat de protection future, il rentre en vigueur très vite quand on est en incapacité, alors que la tutelle, ça peut mettre plusieurs mois. Hein. Et pendant ce temps-là, la boutique, elle tourne plus. Donc c'est... Bon, là, on a commencé déjà un petit peu à voir le scénario d'horreur, entre guillemets. Justement, avant de passer plus profondément dans les actes, dans ce qu'on peut faire, dans ce qui est le plus amusant, c'est bien de percevoir les enjeux de ce qu'on fait et de l'utilité de venir ici. Et je pense que si on perçoit pas ce qui se passe, si on n'a rien préparé, c'est difficile. Donc, on a déjà dressé un peu un tableau de ce qui se passait si rien n'était préparé. Mais là, si
si on décède accidentellement, par exemple, imaginons que je suis chef d'entreprise, une cinquantaine ou soixantaine d'années, donc j'ai des enfants, je suis marié, je décède accidentellement, donc en n'ayant rien préparé parce que je n'ai pas acheté de biens immobiliers chez vous et du coup j'ai pas eu les conseils qu'il fallait pour gérer mon entreprise et ma succession. Qu'est-ce qui se passe en l'absence totale de disposition au niveau à la fois, je pense, familial, comme vous le disiez, plus un côté presque émotionnel et sur lequel le notaire peut intervenir, mais aussi un niveau fiscal évidemment parce que c'est intéressant. Bien sûr. Alors si vous décédez en laissant femme et enfants ou mari et enfants sans avoir pris de disposition, la loi prévoit les choses pour vous. Alors déjà, les choses vont pas se passer tout à fait de la même manière selon que vous avez fait un contrat de mariage ou pas. Parce que avant de régler la succession de quelqu'un, il faut déjà déterminer ce qui lui appartient. Et donc, quelqu'un qui va être marié en communauté, c'est-à-dire sans avoir fait de contrat de mariage ou en ayant fait un contrat de communauté, et qui aura créé son entreprise et finalement gagné sa vie, constitué son patrimoine pendant le mariage, tout va être commun. Donc déjà, ce défunt-là, il ne va laisser que la moitié du patrimoine commun. Et c'est ça que les héritiers vont se partager. S'il était séparé de biens et que tout le patrimoine lui appartient, il va laisser son patrimoine et évidemment le patrimoine de son conjoint va rester lui appartenir. Donc il faut déjà commencer par déterminer ça. Mais s'il a rien fait du tout, jamais machin, etc., on va dire déjà son époux survivant a vocation à récupérer la moitié de la communauté. Et sur l'autre moitié, ça va dépendre du fait que les enfants soient communs ou pas. Alors s'ils sont pas communs, le conjoint survivant hérite d'un quart du patrimoine. Ouais, donc enfant commun ou pas, pour revenir là-dessus, c'est est-ce qu'il y a un enfant issu pas forcément même d'un précédent mariage, mais d'un précédent lit, ou est-ce que tous les enfants ont été faits avec le conjoint actuel au moment du décès? C'est ça. Enfin, est-ce que le conjoint survivant est parent de tous les enfants ou pas? C'est ça qui est important. Parce que si le conjoint survivant est parent de tous les enfants, alors il va pouvoir hériter de l'usufruit de tout, ou d'un quart en pleine propriété. On peut faire un petit rappel sur l'usufruit nue propriété. Alors l'usufruit, c'est le droit de jouir des choses et d'en percevoir les fruits. Si on prend un exemple qui peut être un peu parlant, c'est le gâteau. Moi, j'ai tendance à dire que les nus propriétaires sont les propriétaires de la croûte et les usufruitiers sont ceux qui ont la crème au-dessus. Alors la crème a le mérite en général de se renouveler. Par exemple, les loyers, ça tombe comme les pommes du pommier. Tous les ans, vous récupérez les fruits. Et les propriétaires de la croûte sont les vrais propriétaires du gâteau. Mais simplement, tant que l'usufruitier est vivant, ils attendent, voilà. Et donc la loi nous dit que, à défaut de disposition, quand les enfants du défunt sont communs avec l'époux survivant peut, s'il le souhaite, récupérer l'usufruit de tous les biens du défunt. Donc là, dans notre hypothèse, le conjoint survivant, il aurait sa moitié de communauté en pleine propriété et la jouissance, donc l'usufruit de l'autre moitié. Et les enfants, du coup, récupéraient la croûte de la moitié du gâteau, si vous voulez. Et ça a une incidence. Alors évidemment, si le patrimoine du défunt était constitué de biens immobiliers, ça veut dire que l'usufruitier garde les clés, il garde la possibilité de louer et de percevoir les loyers. Si on parle d'une société, ça va être la perception des dividendes et, dans une certaine mesure, selon ce qui sera prévu par les statuts, l'exercice du droit de vote. Parce que la répartition du droit de vote entre usufruitier et nus propriétaire, quand on est ensemble propriétaire d'une action, ça va dépendre de ce qui est prévu dans les statuts. Alors souvent, l'usufruitier vote aux assemblées générales décidant de distribuer ou pas les bénéfices, et le reste, ça va être souvent le nu propriétaire. Mais c'est pas systématique, et ça, pour le coup, ça peut se prévoir. Notamment dans les sociétés civiles, les SAS, etc. On peut écrire tout ce qu'on veut. On peut donner tout le droit de vote à l'usufruitier, ou l'en priver presque totalement. Donc là, la conséquence, c'est que je décède, mon conjoint a donc tous les droits de vote que j'avais auparavant, enfin quasiment tous, et donc on peut imaginer que potentiellement mon associé n'aime pas mon conjoint ou que mon conjoint n'étant pas dans mon entreprise, ne comprenant pas les enjeux, puisse prendre des décisions qui seraient pas très bonnes, ni pour lui ou elle, ni pour le reste de la société. Et ça, du coup, si on n'a rien prévu, on est dans ce cas-là. Ouais, alors souvent dans les statuts de société, il y a des clauses d'agrément, c'est-à-dire que l'associé survivant, il peut dire, moi, la famille de mon héritier, j'en veux pas, et donc je les laisse pas rentrer dans la société, je ne les agrée pas comme nouveaux associés. Le problème, c'est que s'il fait ça, c'est qu'il doit leur payer la valeur de leur part, donc encore faut-il pouvoir le faire. Ouais. Et là, parfois, on se retrouve dans des situations difficiles. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que quand on a des associés,
il est de bonne pratique de rédiger un pacte d'actionnaires pour prévoir ce qui se passe en cas de décès de l'un des deux, hein, et notamment de prévoir des formules de calcul pour le rachat des parts de celui qui décède, etc. par celui qui reste. Enfin, ça, on peut faire ça. Ça va être souvent l'avocat qui va rédiger ça plus que le notaire. Mais enfin, cela dit, on les voit passer régulièrement et on peut aider à leur rédaction. Et voilà. Mais ce qui est sûr, c'est que l'usufruitier va avoir un certain nombre de pouvoirs. Et donc ça, c'est la première option possible du conjoint. Et l'autre option, c'est avoir un quart en pleine propriété. Du coup, les enfants, qui en aient un ou qui en aient 30, récupèrent les 3 quarts. L'enjeu de ce choix-là va être évidemment civil, c'est-à-dire de quoi a besoin le conjoint. Alors, pour le commun des mortels, il a besoin de son toit, donc d'avoir l'usufruit du toit, ça va s'imposer. Et quand c'est une société, c'est d'avoir les dividendes finalement qui permettent de maintenir le train de vie. Donc le choix pour l'usufruit va être le cas le plus classique, mais parfois, quand il y a que du cash ou qu'on veut faire un partage ou peu importe les raisons, le conjoint survivant peut retenir le quart en pleine propriété. L'enjeu va être fiscal aussi, parce que le conjoint survivant étant exonéré de droits de succession, pour l'instant en tout cas depuis 2007, on aura intérêt ou pas, ça dépend des cas, puisqu'il faut faire attention à l'effet boomerang, mais on aura intérêt à le faire hériter un peu plus pour qu'il récupère une part exonérée plus importante. Surtout dans le cas du décès accidentel, là où on n'est pas forcément extrêmement vieux et donc on a encore de belles années devant nous. Et donc si on prend un exemple d'un conjoint survivant qui aurait, moins de 50 ans par exemple, 45 ans, hein, ça peut arriver, eh bien là, l'usufruit en valeur fiscale, vous savez, il y a un barème qui nous dit selon l'âge la valeur de l'usufruit, entre 41 et 51 ans, l'usufruit vaut 60% de la pleine propriété. Donc si vous avez une entreprise par exemple qui vaut 1 million d'euros qui se retrouve dans le patrimoine du défunt, si le conjoint survivant opte pour l'usufruit, son usufruit est censé valoir 600 000 euros. Ça veut dire que les enfants vont hériter d'une valeur de 400 000 euros. Et ils paieront les droits là-dessus. Mais s'ils sont 4, par exemple, ça fait 100 000 par enfant, et là, paf, on est exonéré. Puisque c'est le montant de l'abattement. Et l'avantage qu'on a là, c'est que au décès de l'usufruitier, l'usufruit s'éteint gratuitement. C'est-à-dire, à la fin, au deuxième décès, les enfants, ils récupéreront le million, ou ce qui sera devenu, ou ce qu'il en restera. Mais en tout cas, ils ne paieront pas de droits là-dessus. Alors que si le conjoint avait opté pour un quart en pleine propriété, évidemment, sur le million, ça veut dire qu'il y avait 250 000 pour le conjoint, exonéré, soit 750 000 chez les enfants, mais au décès du conjoint, les 250 000, il faut bien les transmettre aussi, là, pour le coup, et donc on peut repayer à ce moment-là. Voilà, donc le choix, évidemment, se fait en concertation avec le notaire, c'est le conjoint qui choisit, c'est pas les enfants, mais en général, on en discute tous ensemble et on fait ce qui est au mieux pour la famille selon la situation. D'accord. Donc là, on a vu pour l'instant mandat de protection future, des manières justement d'éviter cette situation sans même vraiment parler de préparation de la succession, finalement presque plus de la prévention qui peut se faire plus jeune, parce que on peut effectivement imaginer qu'à 50 ans, on sache pas forcément exactement comment on veut répartir ses biens ou autre. Donc on peut déjà faire un testament, un mandat de protection future, et puis le pacte d'associés également à considérer pour, mais là cette fois-ci c'est entre associés. Exactement. Et pas uniquement personnel. Sachant que moi, je dirais que d'être à la tête d'une entreprise, d'être propriétaire de son entreprise, ça vous oblige, en fait, à prendre des dispositions. Parce que vous devez savoir qui sont vos héritiers, et ensuite, ça vous convient ou ça vous convient pas. Mais si ce que la loi prévoit vous convient, il y a pas de sujet. Si ça vous convient pas, il faut faire un testament. Encore une fois, ça coûte rien. Faut le faire pour désigner soi-même. Et faire un testament, ça vous oblige aussi à le relire régulièrement. Parce que, évidemment, je dis en général tous les 5 ans, mais à chaque fois qu'il y a un changement de situation notable, même si on essaye toujours de tout prévoir, évidemment le testament de quelqu'un qui a pas d'enfant, on va viser le cas où il en aurait, évidemment, parce qu'on se doute bien que les petits-neveux... Oui, c'est vrai qu'en cas d'oubli, c'est vrai qu'il faut quand même faire attention, parce que si on oublie un vieux testament qui a été enregistré au fichier central des testaments et que on meurt finalement dans des conditions complètement différentes, ça peut mener à certaines surprises très très désagréables pour la famille. Il faut toujours prévoir le plan B au cas où. Mais bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que on se souvient pas soi-même. Moi, j'ai relu le mien il y a 2 jours. Je dois dire que j'ai été surpris parce que j'avais écrit, je me souvenais pas de tout. Et finalement, ça me convenait. Je pensais pas avoir été aussi intelligent il y a 3 ans. et donc, non, mais faut le relire parce qu'on peut avoir changé d'avis, on peut avoir changé de femme, on peut avoir, etc. Donc, évidemment, il faut le refaire de temps en temps.
Mmh. Donc là, on a vu des questions qui sont presque... Enfin, des sujets qui sont d'ordre général, que chacun devrait se poser ces questions-là. Si dans le cas un peu plus particulier d'un entrepreneur, quand on commence on reprend la situation de tout à l'heure, on a des enfants qui potentiellement sont majeurs ou pas, mais en tout cas qui commencent à grandir, une succession qu'on n'a pas trop forcément envie d'y penser, mais ça va finir un jour par arriver. Est-ce qu'il y a des points de vigilance particuliers peut-être que c'est dans la rédaction des actes dont on a parlé, ou peut-être que c'est même en dehors, qui doivent absolument être considérés. Je veux dire, quand on arrive dans ces tranches d'âge où la retraite n'est pas pour tout de suite, mais ça commence finalement à se profiler, qu'est-ce qu'il faut regarder à la fois d'un point de vue, gouvernance peut-être de la société, et puis à la fois d'un point de vue fiscal, parce qu'on sait bien que comme les abattements se renouvellent tous les 15 ans, il faut quand même prendre un petit peu d'avance si on souhaite transmettre un patrimoine important. Évidemment, il y a le civil et il y a le fiscal, comme toujours. Il faut, on répétera jamais assez, même si on fait le contraire tous les jours dans les bureaux, faut pas être mu avant tout par le fiscal. Et pour autant, c'est toujours par cet angle-là qu'on arrive dans les dossiers, mais c'est important. C'est vrai que c'est concret, c'est combien ça coûte. Non, et puis dans notre beau pays, si on s'y prend bien, on vit dans un Eldorado. Si on s'y prend mal, c'est un enfer fiscal. Donc il faut bien s'y prendre. Il faut être bien conseillé, ça c'est essentiel. Et en matière de transmission d'entreprise, on a la chance énorme d'avoir cette loi Dutreil de 2004 qui permet d'avoir 75% d'abattement et même encore 50% de réduction de droits quand on donne en pleine propriété avant 70 ans. C'est-à-dire, j'ai expliqué encore la semaine dernière à des clients qui ont 65 ans que ça leur coûtera moins cher de donner en pleine propriété que de garder les usufruits. Alors ils me regardaient comme ça, on me dit comment c'est possible. Et donc et on est arrivé là dans leur situation une taxation à 5 et quelques pourcents. C'était, enfin, je vais pas dire que c'est ridicule, c'est toujours trop. Enfin, 5% pour transmettre une entreprise qui peut valoir quelques millions, quelques dizaines de millions ou centaines, c'est incroyable. Oui, déjà 5% pour sur quelques centaines de milliers, c'est déjà assez improbable, mais alors sur des millions, effectivement, on est... Et en plus, vous avez la possibilité, à condition de donner plus d'un certain pourcentage du capital, vous avez la possibilité de bénéficier du paiement différé fractionné. C'est-à-dire que pendant 5 ans, on paie rien, et ensuite, on étale sur 10. C'est-à-dire qu'on étale ses droits sur 15 ans. Tout c'est avec un taux d'intérêt qui est très limité, puisque ça peut aller jusqu'à 0,4% si on dépasse un certain pourcentage. Je crois que c'est 10% par enfant de mémoire. En tout cas, ça permet de conserver la société dans la famille sans se faire complètement exactement. matraquer. Donc ça, c'est évidemment, il faut, quand on est en entreprise, il s'agit pas juste d'être en société, une SCI, ça marche pas, mais une société qui a une activité commerciale, artisanale, agricole, libérale, évidemment, il faut se mettre en ordre de bataille pour pouvoir faire bénéficier ses futurs donataires, ses futurs héritiers de la loi Dutreil. C'est indispensable, ça nécessite souvent d'avoir certaines clauses bien spécifiques dans les statuts, ça nécessite d'avoir en place un pacte Dutreil, et c'est pas quelque chose de très coûteux, le pacte Dutreil. C'est comme le testament, il n'y a pas de tarif des notaires, il y a un droit d'enregistrement de 125 €. Ensuite, c'est selon la difficulté. Là, pour le coup, c'est en général un peu plus sioux qu'un testament, mais surtout la vérification de l'éligibilité de la société est plus complexe, notamment quand on parle de holding. Là, il faut être animatrice, etc. Donc ça, c'est tout un enjeu qui engage le rédacteur. Mais ça, c'est essentiel. Et puis, du point de vue civil et gouvernance, là, le plus dur, c'est d'avoir les idées claires sur le futur successeur ou l'organisation entre les enfants. Tout le monde n'a pas la chance d'avoir un enfant qui veut reprendre et d'autres enfants qui veulent pas. Là, c'est simple. Enfin, c'est simple. Quand l'enfant qui veut reprendre en est capable, c'est simple. Quand tout le monde veut reprendre, c'est moins simple. Quand tout le monde veut reprendre et que personne n'en est capable, c'est encore moins simple. Donc, ce sont des cas, là, il n'y a pas, pour le coup, de recette magique. Chaque famille est différente. Et ça demande beaucoup de travail. Mais avant de se lancer dans des opérations de transmission, il faut essayer autant que possible d'avoir les idées un peu claires là-dessus, et puis si on sait pas transmettre, je dirais, faut pas avoir peur de l'indivision par principe, parce que de toute façon, si on fait rien, si on prévoit rien, les enfants hériteront en indivision.
Et par contre, ils auront beaucoup de droits de succession à payer. Donc, autant éviter au moins ce mal-là. Et parfois, l'indivision, c'est moins mauvais des remèdes. Alors en matière de société, on va quand même éviter l'indivision en donnant des parts, mais on peut donner le même nombre de parts à tous les enfants quand ils sont jeunes, si la situation justifie de devoir anticiper les transmissions. Et puis après, on verra bien quand ils seront plus grands comment l'un pourra racheter les parts de l'autre. Il y a des tas de solutions de LBO familiaux, la LOBO, l'honneur buyout, qui permet de racheter très facilement. Il faut trouver les financements et tout, mais quand l'entreprise va bien, les financements c'est pas tellement un sujet. Et donc en créant une holding de rachat par le repreneur, on arrive à faire ça très bien. Et on peut même faire bénéficier. Là, j'ai eu un cas encore là, récemment. C'est un grand classique. C'est-à-dire vous avez 3 enfants, vous donnez l'entreprise qui vaut disons 300 à l'un des enfants. En Pacte Dutreil, avec engagement de conservation, l'enfant qui reçoit l'entreprise qui vaut 300 s'engage à verser 100 et 100 aux 2 autres, à titre de Comme soult. ça, on peut conserver l'égalité entre les enfants. Exactement. Donc lui, il a 300 moins 200 de soult, il a 100 en net, et les 2 autres, ils ont 100 de soult. Donc tout le monde est content et tout le monde bénéficie de la loi Dutreil. Et dans la foulée, notre enfant repreneur, là, on avait la chance d'être en engagement collectif réputé acquis, c'est-à-dire que notre Pacte Dutreil, enfin, on était dispensé de Pacte Dutreil, en gros. Oui, donc, c'est un dispositif qui permet de pas avoir besoin de s'engager pendant les 3 premières années. Les 2 premières. Les 2 premières et de gagner du temps, tout simplement. Oui, parce que ça lui permet, dans la foulée de la donation, d'apporter ses titres et la charge de payer la soult à une holding qu'il va créer. Et cette holding va emprunter les 200 pour payer la soult séance tenante, enfin dans les 15 jours, si vous voulez, aux 2 enfants qui sont pas repreneurs. Et ensuite, par des schémas fiscaux du régime Murphy, etc., les dividendes donc de la société opérationnelle vont remonter dans la holding, et c'est ça qui va permettre de rembourser le prêt sans pour autant avoir à sortir les dividendes, ce qui coûte 30%, comme vous le savez. Donc ça va directement de la holding à la banque. Et donc on a un beau schéma d'optimisation fiscale et donc dans des ce comptes schéma, qui sont nets entre les enfants. On a du coup effectivement une égalité entre les enfants, ce qui peut être important pour les parents, mais aussi vis-à-vis de la loi, parce que en France, on n'est pas sans savoir qu'on a quand même une réserve héréditaire qui est importante de respecter, même complètement obligatoire. Il y a des méthodes, hein, mais... Nous n'en parlerons pas ici. Non, mais il y a des méthodes légales, l'assurance vie, enfin bon, il y a plein de trucs, mais effectivement, il faut la respecter, en tout cas pour le patrimoine successoral. On va dire qu'on peut rompre l'égalité, mais pas trop. Oui, on peut pas totalement déshériter un enfant. Donc là, on a réussi par ce schéma à maintenir une égalité entre enfants. Je sais pas si vous avez un exemple chiffré en tête pour avoir des pas forcément de manière extrêmement précise, mais se dire d'avoir un petit peu une idée du coût que ça peut avoir. Le coût, ça dépend. Je vous disais pour des gens là qui ont, j'ai fait le calcul, qui ont 65 ans. Enfin, le donateur a 65 ans. En loi Dutreil, c'est en pourcentage, en étant au taux marginal de 45%. Hein. Là, on était sur une entreprise très valorisée. Et donc, on est parti du principe, compte tenu des donations déjà réalisées, etc., on était au taux marginal de 45%. C'est-à-dire chaque enfant avait déjà reçu plus d'1,8 million dans les 15 dernières années. Donc, on parle déjà d'un patrimoine important. Mais malgré ça, la nouvelle donation... si le père donateur gardait l'usufruit, c'est-à-dire si on avait un abattement de 40%, en plus de l'abattement du Dutreil évidemment, on était taxé à 6,75, si je dis pas d'ânerie, %. Et s'il donnait la pleine propriété, c'est-à-dire donc si on n'avait pas l'abattement pour usufruit, mais on avait la réduction de droit de 50% après, là on tombait à 5,62%. Oui, donc dans tous les cas, 45, on vient, effectivement, je tenais à rappeler ça, on vient de 45% sans le dispositif Dutreil, et puis avec, même si on n'optimise pas au maximum, on arrive quand même à des taux qui sont faibles. Oui, et puis si vous voulez, comme l'abattement Dutreil c'est 75%, si vous avez des parents en communauté, pour prendre un exemple, je sais pas, un peu au hasard, hein, j'espère que je vais pas me prendre les pieds dans le tapis du calcul, mais une entreprise qui vaudrait 2 millions d'euros, c'est déjà pas mal, hein, c'est déjà un beau fonds de commerce, détenu par des époux communs en bien, qui auraient, 2 enfants, on va pas être fou, on va mettre 8, 2 enfants. Ça veut dire que chaque parent a en valeur 500 000 euros à transmettre à chaque enfant. En gros. Exactement, 500 000 fois. Puisque le calcul, vous savez, se fait par tête à chaque fois. Chaque parent a 500 000 euros à transmettre à chaque enfant. Si on est en loi Dutreil, on va dire que ces gens-là ont, je sais pas quoi, 65 ans.
raisonnable. Donc ils ont 500 000 euros à transmettre, ils vont garder l'usufruit, donc à 65 ans il vaut 40%, donc si je compte bien il doit me rester 300 000 euros de taxable. Donc effectivement quand on fait l'abattement, on applique l'abattement de 75% à 2 millions, on arrive à 500 000, je reprends rapidement Non. Les 500 000 c'est les 2 millions divisés par 4, c'est-à-dire j'ai 1 million par parent. 602. Ah oui, effectivement. J'aurais fait la division par. Non, on le fait après. Et donc ils ont 1 million à donner chacun. Ils ont 2 enfants, donc ils donnent chacun 500 000 euros à chaque enfant. Là-dessus, ils gardent l'usufruit qui vaut 40%. Donc je n'ai plus que 300 000 euros par parent et par enfant à transmettre. Et là, j'applique le Dutreil sur les 300 000 euros. Ouais. Et là, je divise les 300 000 par 4. J'arrive à 75 000. J'ai bien fait de prendre 2 millions, c'était pas mal. Ça se divise bien. On voit que j'avais pas transmis les questions avant, mais on voit qu'on est préparé quand même à toute éventualité. J'ai déjà eu ce rendez-vous-là avec des gens en vrai. Hein. et donc j'arrive à 75 000 euros par parent et par enfant. J'ai pas besoin d'aller plus loin. Je peux leur donner 100 000 euros. Oui, donc là, effectivement, on reste dans le cadre de l'abattement légal. Et donc, j'ai transmis 2 millions gratuitement. Et j'aurais probablement pu partir d'un peu plus haut et arriver à 0. Voilà. Donc, il y a tout un tas de cas où on va payer 0 droit, si vous voulez. Le cas où on paye 6 ou 5,62, comme je vous le disais, c'est un cas où les gens ont déjà transmis plus de 2 millions et il leur reste encore quelques millions à transmettre, quoi. Donc, c'est un cas, je dirais, marginal. Oui, c'est un cas où, effectivement, l'entreprise a une valorisation déjà extrêmement importante. Très élevée. Donc là, je pense qu'on a fait un tour déjà assez intéressant sur ce côté-là. Maintenant, pour pouvoir donner des indications à des professionnels qui sont pas tous les jours dans les bureaux des avocats, notaires, comptables, je sais pas s'il y a un schéma c'est pas vraiment de représentation puisqu'on n'est pas dans le cadre d'un procès, mais en tout cas de conseils juridiques qui soient pertinents pour l'entrepreneur, qui soient pas non plus d'un coût exorbitant et qui en même temps préviennent de certains conflits d'intérêts, puisqu'on sait que dans certains on sait que dans certaines relations il y a des conflits d'intérêts, et donc le fait d'avoir plusieurs professionnels peut éviter d'avoir ça. Mais vous, qu'est-ce que vous pouvez voir au quotidien qui vous semble assez efficace, on va dire, pour le genre d'entrepreneur dont on parle en fait depuis le début? Les banques privées souvent alors pour les clients qui justifient que les ingénieurs patrimoniaux de la banque soient mis à disposition, mais les banques privées ont souvent dans leur packaging en quelque sorte font une étude. Alors quand je dis banque privée, ça peut être aussi des sociétés de gestion et évidemment les family office, mais là c'est plus leur job. Mais les banques privées vont offrir une espèce de panorama comme ça, un peu d'organisation de la transmission. Et moi je travaille régulièrement avec des banques, pas forcément en relation d'affaires courantes avec elles, mais je les vois parce que mes clients me disent tiens telle banque qui m'a remis tel document ou qui me propose de vous voir ensemble. Moi il m'arrive régulièrement d'aller dans les banques ou que les banquiers viennent ici avec les clients et je vois ce qu'ils font, et c'est souvent des travaux d'assez grande qualité, et ils donnent des indications aux clients. Ah bah tiens, vous auriez dû vous pourriez peut-être démembrer la clause bénéficiaire de votre contrat d'assurance vie. Alors ça, l'assurance vie, ils connaissent bien parce qu'en général le contrat est chez eux, mais ils ont pas d'intérêt particulier à ce que la clause soit rédigée de telle ou telle manière d'ailleurs, hein. Tout à fait. Et puis ils sensibilisent au mandat de protection future, au pacte Dutreil, etc. Et donc ça allume pas mal de clignotants chez les gens, et je sais qu'il y a beaucoup d'opérations que j'ai réalisées parce que les clients avaient été sensibilisés au sujet important par leur banquier. Ça va être souvent par leur avocat fiscaliste aussi, quand ils en ont un, parce que souvent, alors il y a l'avocat qui peut faire les déclarations fiscales tous les ans, mais celui-là en général, il est dans le guidon et il est pas forcément conseil en plus. Alors il peut l'être bien entendu, hein, mais il y en a qui font les deux, mais et puis ça peut être l'expert comptable aussi, souvent parce que lui il est plus en lien avec l'entreprise, et donc un jour il va dire dis donc Robert, t'as pensé à ton mandat de protection future? et donc les experts comptables sont très précautionneux pour ça. Ils recommandent souvent aux clients, et donc il m'arrive souvent de faire des rendez-vous aussi avec les experts comptables, parce que justement l'expert comptable s'est rendu compte que la société commençait à peser un peu, notamment dans le patrimoine de son client, et qu'il fallait qu'il prenne certaines précautions. Et évidemment, alors l'expert comptable il est pas forcément en conflit d'intérêt là pour le coup, l'avocat non plus, et le banquier je dirais pas forcément, ça dépend. Alors c'est sûr que le banquier qui commence à expliquer oui vous êtes trop chargé en immobilier, faut me bazarder tout ça, par contre l'assurance vie c'est super, non mais il peut avoir raison.
Oui, effectivement, ça peut être le cas, il peut mais avoir raison, si le conseil venait d'une autre personne, ça pourrait être plus apprécié. Donc évidemment, il faut parfois confronter les points de vue, et c'est pour ça que moi j'aime beaucoup les rendez-vous à plusieurs, déjà parce que ça permet de travailler le réseau, et moi c'est comme ça que j'ai mes apporteurs d'affaires aujourd'hui, c'est des gens que j'ai connus comme ça par hasard sur des dossiers, et avec qui j'ai pu sympathiser, voir qu'ils justement ils étaient honnêtes, parce que il y a tout, évidemment, comme dans tous les métiers. Et j'aimerais dire que souvent le point d'entrée, c'est le notaire qui, justement, à l'occasion d'une vente, a dit au client, tiens, au fait, vous avez pensé à votre mandat, etc. C'est pas toujours le cas, malheureusement, parce que comme toujours, on est un peu débordé, un peu dans le truc, et donc le client qu'on connaît pas, on va pas forcément avoir le réflexe d'attirer son attention sur ce qu'il devrait faire. Et alors, c'est un de mes combats. Donc, on essaye justement ici d'inverser cette vapeur-là, de sensibiliser les collaborateurs qui font des actes de vente, de dire aux clients dès la promesse de vente, tiens, au fait, votre achat là, vous achetez en direct. Oui, mais alors, est-ce que vous êtes sûr qu'il faut pas compte tenu de l'investissement que vous êtes en train de faire à la montagne, est-ce que c'est pas l'occasion de mettre les enfants dans la boucle, peut-être d'acheter avec eux, peut-être de créer une SARL de famille si vous voulez faire de la location meublée, etc. Et là, du coup, on se parle et puis on fait un rendez-vous, soit à la suite de la promesse de vente, soit après. Enfin, et on essaye de rentrer dans la vie du client comme ça. Oui, profiter de tous les passages obligés finalement pour pouvoir optimiser le patrimoine et éviter qu'il y ait des oublis qui font mal, parce qu'effectivement quand on a des idées en tête qui sont pas forcément les bonnes au point de vue fiscal et civil, on le rappelait sur qui va hériter de moi, ça peut créer des surprises. Alors si on est mort, ça ne crée pas des surprises pour nous, mais ça peut quand même créer des surprises. Je pense que là on a fait un bon tour. Peut-être qu'il y a des pour ceux qui sont encore là, est-ce que on pourrait faire peut-être un récapitulatif en quelques points essentiels de ce qu'on a fait. Il y a des gens qui vont pas écouter jusqu'au bout malheureusement. Parti. c'est voilà. En cours les étudiants sont captifs, mais en podcast heureusement ils ne le sont pas. Donc, j'aurais dû faire plus de blagues. Pardon, du coup, donc quelques points, qu'est-ce qu'il faudrait retenir finalement. Bon là, je pense évidemment, comme vous voyez pas nos auditeurs en direct et avec un conseil personnalisé, ils vont pas ressortir comme d'un rendez-vous chez le notaire, mais dans l'idée, ce serait de se dire voilà, je viens de sortir peut-être après mon acquisition, je viens d'avoir un petit peu les informations dont on a parlé. Qu'est-ce qu'il faut retenir? Qu'est-ce qu'il faut que je me dise? Tiens là, ce serait vraiment bien que je le mette en place, et peut-être que je retourne voir mon notaire, ou alors mon conseil en qui j'ai le plus confiance aujourd'hui et qui pourra peut-être me mener vers un notaire compétent. Bien sûr. Moi, je dirais, est-ce que si j'ai un peu de patrimoine, mais on a tous un peu de patrimoine, plus ou moins, mais enfin même une Twingo, c'est déjà un patrimoine. Et j'ai longtemps eu que ça, donc j'avais déjà fait un testament pour léguer ma Twingo. Et ça, on voit que vous êtes notaire, c'est rassurant. Oui, c'est ça. Mais ça fait longtemps que j'avais pas encore de Twingo, que je voulais déjà être notaire. Et bien de savoir à qui la Twingo doit revenir si vous avez un accident. C'est con, mais moi de savoir, j'aime beaucoup mes parents, mais ils ont pas besoin, très honnêtement. D'ailleurs, c'est eux qui avaient payé la Twingo. Et donc de savoir que ça allait revenir à mes parents pour la moitié et à ma sœur pour l'autre moitié, tout de suite, assez instinctivement, je me suis dit c'est plutôt ma sœur. Et puis ma sœur a eu des enfants bien avant moi, bien qu'elle soit plus jeune. Et donc très vite, je me suis dit bon, elle est sympa ma sœur, mais enfin elle va déjà hériter des parents, donc c'est plutôt mes neveux. Et c'est là que ça me rendait dingue de me rendre compte que mes neveux allaient payer 55% d'impôts, alors que si j'étais paxé avec qui que ce soit, et depuis aussi peu de temps que ce soit, ce serait 0% pour le partenaire de Pax. Mais enfin, bon, ça c'est autre chose. Et donc voilà, dès lors que vous avez un patrimoine, je pense qu'on a chacun le devoir de savoir qui sont nos héritiers et dans quelle proportion, parce qu'on a tous une vague idée, mais elle est souvent fausse. Très souvent, ouais. Et puis quand on est remarié, de bien comprendre que son nouveau conjoint doit hériter d'un quart du patrimoine en pleine propriété et pas du tout d'usufruit, c'est souvent pas du tout ce qu'il faut faire en réalité. Souvent, ce qu'on veut faire, c'est plutôt protéger son conjoint en lui
laissant le toit de la maison pendant un certain temps, peut-être toute sa vie, mais qu'à la fin de sa vie, le toit revienne aux enfants et pas aux enfants du conjoint. Si vous voulez. Donc, je pense que quand on est remarié, encore plus que dans les autres cas, il faut absolument être au clair sur ces dispositions parce que il y a quand même 9 chances sur 10 pour que ce que la loi prévoit par défaut vous convienne pas. Donc ça, c'est important au moins d'être au clair là-dessus et donc de consulter et de faire un testament. Encore une fois, c'est une lettre manuscrite qui peut faire 10 lignes. Du moment qu'on comprend ce que vous avez voulu faire, ça fonctionne. Il n'y a même pas besoin de le déposer chez un notaire. Faut juste être sûr qu'on le retrouvera, quoi. Donc, oui, effectivement, l'intérêt de le déposer, c'est, alors à moins que vous le mettiez dans le tiroir de votre table de chevet, comme on dit. On peut mettre du temps à l'ouvrir, le tiroir. Voilà, donc c'est le fichier des testaments permet justement que en cas de décès, ce fichier sera consulté et permettra de retrouver votre testament qui a été enregistré et donc ça évite toute potentialité de le perdre ou de destruction. Mais bon, là, on rentre pas dans ces hypothèses illégales. Oui, non, mais sachant que le fichier des testaments ne sait qu'une chose, c'est quel notaire détient votre testament et en date et quelle est la date du testament. C'est tout. Le contenu n'est évidemment pas connu. Il reste chez le notaire et pour interroger le fichier, il faut être en possession d'un acte de décès. Donc tant que vous êtes vivant, personne peut l'interroger à part le notaire à qui vous avez remis le testament, quoi. Donc c'est parfaitement confidentiel, évidemment. Et donc ça c'est important. Et puis pour les gens qui sont mariés, s'assurer que le régime matrimonial que vous avez choisi, soit par contrat, soit par défaut en ne faisant pas de contrat, vous convient ou vous convient toujours, parce que la vérité du jour du mariage n'est pas forcément encore la même 30 ans plus tard. Et en termes de transmission, par exemple, évidemment, et Lucien est bien placé pour le savoir, pour en avoir fait quelques-uns, évidemment, de rendre des biens communs pour pouvoir les transmettre à deux, c'est pas une mauvaise chose, parce que ça coûte beaucoup moins cher de transmettre à deux, puisqu'on a 2 fois les abattements, 2 fois les premières tranches du barème, et puis de mettre des biens en commun, même en dehors des cas de transmission aux enfants, ça permet de protéger le futur survivant aussi, et donc il y a beaucoup d'avantages à modifier son régime matrimonial. Pas forcément tout le temps, mais quand on a atteint un certain âge, qu'on n'est plus en activité professionnelle, qu'on n'a plus de risques, plus de créanciers, quoi bon être en séparation de biens quand on a déjà 40 ans de mariage derrière soi et qu'a priori on divorcera plus. Pourquoi pas tout mettre en commun après tout. Enfin, voilà. Donc, en tout cas, ce qui est sûr, pour les gens mariés, vérifier que le régime matrimonial en place correspond à la situation, quoi. Ouais, puis même là, on parlait de situations où quand on avance dans l'âge, effectivement, la communauté universelle devient de plus en plus fréquente. Mais à l'inverse, si on est en cours de vie professionnelle et qu'on se met à créer une entreprise, potentiellement réfléchir aux risques qu'on prend et qu'on fait prendre à notre conjoint en créant une entreprise peut aussi être pertinent et justifier une séparation de biens après. Sachant que, sur la communauté universelle, les gens ont généralement en tête qu'au premier décès, il se passe rien et que le conjoint survivant récupère tout et qu'au deuxième décès, les enfants héritent de tout et payent beaucoup de droits. Alors, la communauté universelle ne va pas forcément avec l'attribution intégrale. On peut tout mettre en commun, mais sans forcément écrire que les enfants hériteront pas au premier décès. C'est important de le préciser parce que ça... Voilà, donc il faut aller voir son notaire pour pouvoir justement voir ces modalités-là et bien les comprendre, bien saisir quoi va revenir à qui. Exactement. Un dernier point. On a fait un bon tour déjà. Écoutez, qu'est-ce qu'on aurait pu oublier? Le testament, le mandat, le contrat de mariage. L'assurance vie, c'est important, évidemment. Ça, c'est hors succession. Les contrats d'assurance vie ont pour bénéficiaires les gens que vous désignez comme bénéficiaires. Donc la rédaction de la clause bénéficiaire, qui peut s'apparenter un peu à un testament, c'est important. Et là, il y a beaucoup d'optimisation fiscale aussi possible, évidemment. On est libre, on n'est pas tenu par la réserve héréditaire des enfants, donc on peut mettre qui on veut comme bénéficiaire du contrat d'assurance vie. Dans la limite du raisonnable, il faut pas mettre tout son patrimoine dedans pour déshériter ses enfants, ça marche pas. Mais on peut faire beaucoup de choses et même si ça reste entre les enfants et le conjoint, en attribuant l'usufruit au conjoint survivant, la nue propriété aux enfants, etc. On peut transférer des sommes sur plusieurs générations sans payer d'impôts. Donc c'est quelque chose qui doit faire partie évidemment du package, et c'est pas forcément parce que c'est votre banque qui vous le propose que c'est une mauvaise idée. Voilà, et puis en plus un notaire qui propose une assurance vie, là pour le coup on est dans l'anti conflit d'intérêts. On a vraiment aucun intérêt à le faire là pour le coup. Mais bon. Bon, merci pour ces conseils, merci pour cette petite heure là qu'on a passé à discuter.
un message pour nos auditeurs qui veulent peut-être venir vous voir. On est au 29 avenue McMahon, c'est ça hein? Oui, on n'a pas le droit de faire de pub, mais en tout cas, bravo Lucien de cette initiative. Mais merci, je suis très honoré d'avoir été le premier invité de ce podcast, à qui je souhaite longue vie. Et quand je vois la qualité de l'intervieweur que je connaissais déjà, et de ses questions, je suis assez confiant sur la suite. Et donc merci à ceux qui nous auront écoutés jusqu'au bout. Et puis voilà, écoutez, ma porte est ouverte et j'espère qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui auront beaucoup de succès dans les auditeurs. Et merci beaucoup Pierre-Alain. Et maintenant, je vous remercie d'avoir écouté cet épisode du Family Office jusqu'au bout. J'espère qu'il vous aura plu et si c'est le cas, mettez 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. Ça va nous aider à avoir de plus en plus d'auditeurs et d'aider de plus en plus d'entrepreneurs. Mais surtout, le plus important, vous le savez, c'est de partager cet épisode à une personne que vous connaissez qu'il pourrait aider. De mon côté, je vous retrouve dans 2 semaines pour la prochaine interview. Je vous rappelle également que vous pouvez vous abonner à la newsletter simplement pour être mis au courant de la sortie de chaque nouvel épisode. C'est sur le-family-office.fr, bien sûr avec family avec un seul L, puisque contrairement aux Français, les Anglais n'ont mis qu'un seul L à family. Voilà, eh bien je vous remercie encore pour votre écoute et je vous donne rendez-vous pour le prochain. 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 Je vous donne rendez-vous pour le